C'est un sujet très délicat, très sensible et qui fera beaucoup débat dans les prochains jours. Très peu de temps après l'altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, Emmanuel Macron a remis sur la table la question, alors pas d'un partage de l'arme nucléaire française, mais tout de même d'une protection de l'Europe par l'arme nucléaire française. Alors attention, ouvrir l'arme nucléaire française à d'autres pays, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. On va donc essayer de comprendre exactement en quoi consisterait le plan d'Emmanuel Macron, mais aussi pourquoi il fait autant débat et comment l'opposition voit la question. Comme d'habitude, l'objectif c'est que vous puissiez vous faire un avis sur le sujet. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour, en voix off donc et sans la caméra cette semaine puisque je suis en déplacement. Alors c'est dans ce contexte de menaces russes évoquées par de nombreux chefs d'État européens que le week-end dernier, Emmanuel Macron s'est dit prêt à ouvrir la discussion sur une extension de la force de dissuasion nucléaire française à ses alliés. Par ailleurs, le président français a confirmé être prêt, je cite, à un débat stratégique sur le sujet. Alors disons les choses, à la fois ça paraît très flou dit comme ça, et en même temps c'est la première fois qu'un président français ouvre le débat très clairement sur un sujet aussi polémique. Alors de quoi parle-t-on exactement? La dissuasion nucléaire, c'est donc une stratégie militaire défensive et qui repose sur la menace d'utiliser des armes nucléaires dans le cas où on est attaqué. La dissuasion nucléaire, elle cherche donc surtout à faire peur et les bombes dont on parle ici, elles n'ont en théorie pas vocation à être utilisées. L'idée c'est plutôt d'éviter une guerre majeure. En gros, personne n'ose attaquer un pays avec l'arme nucléaire par crainte de conséquences dévastatrices. Bon, ça c'est la définition très large, très rapide, on va dire en quelque sorte, de cette question de la dissuasion nucléaire. Faut savoir qu'il y a 9 pays dans le monde qui détiennent l'arme nucléaire, sauf qu'ils ne divulguent pas leur nombre exact d'ogives. Donc l'ogive, c'est la part d'un missile nucléaire qui contient la charge explosive. Cela dit, on estime que la France dispose d'environ 290 ogives nucléaires. C'est ce qu'indique le décompte de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Avec ces 290 ogives, la France détient le 4e plus gros arsenal nucléaire mondial, devant notamment le Royaume-Uni et ses 225 ogives. La Chine, elle, en possède près de 500 d'après l'Institut. Mais les deux plus grandes puissances nucléaires du monde, c'est évidemment la Russie et les États-Unis, qui en détiennent chacun respectivement plus de 4000 et 3000. Pour vous donner un ordre de grandeur, à eux seuls, la Russie et les États-Unis possèdent quasiment 90% des bombes nucléaires dans le monde. C'est tout simplement un héritage de la période de la guerre froide. Alors forcément, ça veut dire que les États-Unis et la Russie disposent d'une capacité plus importante, mais faut garder en tête qu'on parle ici d'armes nucléaires. Et pour dire les choses très simplement, même quelques bombes nucléaires peuvent avoir un impact absolument colossal pour l'humanité. Tout le fait qu'on parle ici de dissuasion et donc d'une force capable de dissuader un ennemi de mener une attaque contre soi. Alors au sein de l'Union européenne, il n'y a aujourd'hui que la France qui dispose de l'arme nucléaire, mais autrement, en dehors de l'Union européenne et au sein de l'Europe, il y a aussi le Royaume-Uni qui a simplement la particularité de ne pas être pleinement indépendant sur son arme nucléaire. En effet, l'arme nucléaire britannique repose en partie sur des composants américains, notamment pour ses missiles Trident. Alors je rentre pas dans les détails là-dessus aujourd'hui, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais c'est vrai que c'est une particularité ici française à l'échelle de l'Europe d'avoir une arme nucléaire pleinement indépendante. À noter au passage que quand on parle d'armes nucléaires, il y a aussi ce que l'on appelle les armements nucléaires tactiques. Ça en l'occurrence en fait, c'est des armes atomiques qui sont conçues pour être utilisées sur le champ de bataille. On peut noter par exemple que la Russie a brandi cette menace à plusieurs reprises dans la guerre en Ukraine sans l'utiliser pour autant. C'est donc des armes tactiques qui peuvent avoir un impact à l'échelle plus locale et donc ont un impact, on va dire, moins grand en quelque sorte, une bombe nucléaire comme on peut l'entendre. À noter que la France a renoncé il y a environ 30 ans à ses armements nucléaires tactiques et donc plus largement aujourd'hui, quand on parle d'armes nucléaires du côté de la France, on parle de missiles balistiques sous-marins ainsi que les bombes aéroportées donc dans les airs. Alors en quoi consiste le plan d'Emmanuel Macron et pourquoi est-ce qu'il fait autant débat? Alors disons les choses tout de suite, il ne s'agit pas de mettre en commun l'arme nucléaire et de la partager au sens propre du terme ou de la déployer hors de France. Emmanuel Macron l'a réaffirmé dans son discours, il a déclaré, je cite, « Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République, chef des armées. » Plus largement, le gouvernement a ensuite précisé qu'il n'était aucunement question d'un
partage de l'arme nucléaire et que le mot de partage n'avait pas été employé par Emmanuel Macron ou par le gouvernement. Mais par contre, ce qu'il faut effectivement noter, c'est que Emmanuel Macron a décidé d'ouvrir un débat sur une dissuasion nucléaire élargie aux Européens, une proposition qui est soutenue notamment par le futur dirigeant allemand Friedrich Merz. En fait, pour le contexte, jusqu'ici, les Européens y reposaient beaucoup sur les États-Unis avec leur force de dissuasion et leur présence en Europe. Sauf que quand on voit le rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine, les tensions avec les Européens et les critiques de Donald Trump envers l'OTAN, en gros, il y a une question plus large qui se pose. Si un pays européen est attaqué, qui est capable de le défendre? Dans quel cadre? Y compris donc d'un point de vue nucléaire. Bref, à quoi ressemble tout ça? Alors, le parapluie nucléaire français, dans le cas donc où il serait ouvert en quelque sorte à une protection à d'autres pays européens, ce serait vu donc comme une sorte d'assurance complémentaire aux Européens qui ne détiennent pas l'arme nucléaire et qui auraient potentiellement donc une protection en cas d'attaque sur leur sol. Alors maintenant là-dessus, il faut tout de même noter que le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, évoque une arme nucléaire pour défendre les intérêts vitaux français, des intérêts vitaux qui, selon lui, ont souvent une dimension européenne. Alors qu'est-ce que ça veut dire et dans quel cas est-ce que la France utiliserait son arme nucléaire pour défendre un pays ou autre? Là, en l'occurrence, c'est très flou, mais c'est peut-être une forme de flou qui est volontaire. Le gouvernement a en effet déclaré dans tous les cas vouloir garder ce qui est appelé une ambiguïté stratégique. L'ambiguïté stratégique, c'est très simple, c'est le fait d'entretenir un flou sur une stratégie pour rester en quelque sorte en position de force et ne pas donner trop de cartes à l'adversaire. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que l'ouverture d'un débat sur le sujet a fortement fait réagir. Parmi ceux qui y sont le plus opposés, il y a le Rassemblement national et la France insoumise. Beaucoup dénoncent en fait une forme de risque d'abandon de la souveraineté et de l'indépendance de la France. Marine Le Pen considère que l'arme nucléaire est une possession française et que, je cite, on ne doit pas la partager, même si, vous l'aurez compris, le terme de partage n'a pas été utilisé explicitement par le président français pour l'instant. De son côté, le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, estime, je cite, que les intérêts de certains pays sont trop différents des nôtres pour que cela fonctionne. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que la Russie a réagi puisque le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a déclaré que les propos d'Emmanuel Macron sur la dissuasion nucléaire sont une menace pour la Russie. C'est toujours en fait le même regard du côté de la Russie, là où du côté des Européens, eh bien, une telle ouverture de l'arme nucléaire française serait vue comme une façon de se défendre potentiellement face à une menace. Eh bien, du côté de la Russie, on estime que ce mécanisme de défense est en fait une attaque. On a déjà eu l'occasion d'observer ce discours ces dernières années, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine. Bref, on verra donc si ce débat et cette discussion a effectivement lieu dans les prochains jours et tout le débat qui se tiendra là-dessus. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Je rappelle à tous les nouveaux que ce format est aussi disponible en version podcast. Pour ça, vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. Vous vous abonnez et ça vous permet de recevoir l'essentiel de l'actualité et nos interviews. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après avec une petite annonce. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Les présidents russes et français ont eu de vifs échanges interposés suite à l'allocution d'Emmanuel Macron ce mercredi dans laquelle il a pointé la menace russe qui touche la France et l'Europe. Concrètement, le lendemain, Vladimir Poutine a comparé Emmanuel Macron à l'empereur Napoléon sans le citer directement en disant regretter, je cite, que certains aspirent encore à revenir à cette époque, oubliant comment cela s'est terminé. Il faisait donc ici référence à la campagne de Russie de 1812 au cours de laquelle Napoléon a envahi l'Empire russe et pris Moscou avant de subir une lourde défaite. De son côté, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a lui aussi comparé Emmanuel Macron à Napoléon, mais aussi à Hitler, qui ont selon lui, je cite, également cherché à combattre la Russie. En réponse, Emmanuel Macron a affirmé, je cite encore, Napoléon menait des conquêtes, la seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Vladimir Poutine est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples. Emmanuel Macron accuse donc Vladimir Poutine de chercher à dominer d'autres territoires par la force, tout en remaniant l'histoire pour justifier ses actions. À noter sur le sujet que l'Ukraine a été visée dans la nuit de jeudi à vendredi par au moins 58 missiles et 194 drones russes selon l'armée ukrainienne. Elle a précisé avoir contré cette attaque en utilisant pour la première fois des avions de chasse français, les Mirage 2000, qui ont été livrés par la France à l'Ukraine le mois dernier. Deuxième actu, les 200 narcotrafiquants les plus dangereux seront emprisonnés dans la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais à partir du 31 juillet et dans celle de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne dès le 15 octobre. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le ministre de la Justice Gérald Darmanin, qui a précisé que ces établissements recevront essentiellement des narcotrafiquants, mais aussi des terroristes islamistes. Ces deux prisons, qui sont toutes les deux récentes, figurent parmi les établissements les plus sécurisés de France. Mais Gérald
Darmanin a indiqué qu'il fallait, je cite, « rendre tout à fait hermétiques les deux établissements, renforcer les moyens et y mettre un certain nombre de personnels supplémentaires ». Parmi les mesures annoncées, il y a des fouilles intégrales après tout contact avec l'extérieur et un accès limité au téléphone. À noter que ces mesures ont été dénoncées par l'Observatoire international des prisons qui les juge attentatoires aux droits fondamentaux. Alors face aux critiques, le ministre de la Justice a saisi le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative en France et qui doit donc se réunir la semaine prochaine pour rendre un avis sur la légalité de ces mesures. Troisième actu, le trafic ferroviaire au départ et à l'arrivée de la gare du Nord à Paris a été totalement interrompu ce vendredi après la découverte cette nuit d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale sur les voies. Il s'agit de la plus grande gare d'Europe avec près de 600 000 voyageurs par jour. À noter qu'une partie du périphérique et de l'autoroute A1 ont aussi été partiellement interrompus ce jeudi. Alors selon la SNCF, cette bombe non explosée a été découverte au milieu des voies lors de travaux sur la commune de Saint-Denis au nord de Paris. Il s'agirait d'un obus de 500 kg avec 200 kg d'explosifs. Le trafic a finalement pu reprendre en fin d'après-midi après une opération de déminage. Quatrième actu, le pape François s'est exprimé ce jeudi soir pour la première fois depuis son hospitalisation dans un court message audio diffusé par le Vatican. L'homme de 88 ans est hospitalisé depuis la mi-février pour une bronchite qui a entraîné une double pneumonie, qui est une grave infection respiratoire des poumons. Il a depuis subi plusieurs crises respiratoires et sous oxygénation à haut débit et n'a plus été vu en public. Alors dans son message, le pape a affirmé notamment remercier de tout cœur ses fidèles pour les prières qui lui sont adressées pour sa santé et il a promis de continuer à les accompagner depuis son hôpital. Cinquième actu, les géants de la pornographie Pornhub et YouPorn vont désormais devoir vérifier l'âge des utilisateurs en France selon un arrêté interministériel qui a été publié ce jeudi. En fait, depuis janvier, il y avait déjà une disposition similaire qui s'appliquait aux sites établis en France et en dehors de l'Union européenne. Mais depuis ce jeudi, les sites établis dans d'autres pays de l'Union européenne que la France sont également concernés. C'est donc le cas de YouPorn et Pornhub qui sont installés à Chypre ou encore du site Jackie et Michel qui est installé en Hongrie et en Espagne. Les sites ont donc désormais une marge de 3 mois pour mettre en place un système de vérification de l'âge dit efficace sous peine de sanctions pouvant aller de l'amende au blocage total du site selon le ministère de la Culture. Et on termine avec cette actu, 2 textes d'application sont en cours d'élaboration afin de généraliser l'utilisation du cannabis médical pour les patients français selon les informations de France Inter. Ils devraient prochainement être transmis à la Commission européenne qui est l'une des principales instances de l'UE pour s'assurer qu'ils sont bien conformes à la légalisation de l'Union européenne. Concrètement, l'un des textes a pour but de préciser le type de produit que pourront prendre les patients et le deuxième sert à établir un cadre sur les conditions de culture de ce cannabis thérapeutique. Si ces textes sont validés par toutes les instances, le cannabis thérapeutique pourra être utilisé pour soulager les patients en impasse thérapeutique, donc quand les médecins n'ont plus de solution de traitement qui fonctionne pour guérir ou améliorer l'état d'un malade. Selon les dernières évaluations, le cannabis thérapeutique a permis une amélioration significative des symptômes des patients sans effets secondaires inattendus. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Alors une petite annonce pour terminer, comme je vous le disais. Alors vous l'avez peut-être remarqué, l'artiste Lady Gaga a sorti un nouvel album cette semaine et ce dimanche, en l'occurrence sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format et en podcast, vous allez pouvoir retrouver une interview exclusive de Lady Gaga. C'est une interview d'une vingtaine de minutes que j'ai eu l'occasion d'enregistrer et pour la découvrir, donc ça se passe sur notre chaîne dédiée au grand format et en podcast. Je vous mets le lien en description. J'ai très hâte de vous partager tout ça. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, passez un excellent week-end et on se dit donc à très vite.